Celles et ceux qui nous rejoignent, merci aux fidèles de continuer l'expérience Futurapolis Planète avec nous. Voici comment nous avons planté le décor de cette séquence plastique traiter le cancer de la mer. L'utopie du tout plastique a vécu, la route du Rhum est devenue la route du plastique, l'une des menaces les plus pressantes de notre écosystème marin. Comment alors limiter ces impacts dévastateurs sur la faune ou sur la contamination de notre chaîne alimentaire? On sait qu'il existe des solutions innovantes pour réduire, réutiliser, recycler le plastique, mais l'action politique semble en décalage devant l'urgence. Une spécialiste des matériaux et un géographe des écosystèmes vont apporter leur éclairage pour sauver ce qu'il reste du monde de Nemo. Merci de réserver un accueil de star à Kako Naïtali et Henri Bourgeois-Costa. C'est Christophe Onodibio, écrivain, directeur adjoint de la rédaction du Point, qui modérera les échanges. Bonjour à toutes et à tous et merci Boris, merci à vous Kako Naït Ali, vous êtes ingénieur matériaux, docteur en chimie des matériaux dans le domaine de l'énergie et bonjour aussi Henri Bourgeois-Costa, directeur des affaires publiques. Plaidoyer plastique à la Fondation Tara Océan. Plaidoyer plastique, c'est comme ça, c'est le nom de votre unité. Exactement. Voilà, on va en parler avec vous. Donc on est très, très heureux. Alors Boris a commencé fort, hein, le plastique cancer de la mer. La formule est violente, mais elle ne surprendra personne. Quiconque se promène sur une plage est confronté au phénomène et qui n'a jamais nagé sans rencontrer en pleine brasse un sac plastique gonflé comme une méduse n'a jamais vraiment nagé. Sans compter ce qu'on ne voit pas, les fameuses microbilles de plastique qui sont un véritable fléau. Alors chaque année, dit-on, hein, les chiffres que j'ai vus, entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de plastique terminent dans les océans. Parfois, on lit aussi que chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan. Selon les estimations de la Fondation Ellen MacArthur, les océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Alors ça, la formule m'angoisse. Mais comme à Futurapolis, on est là, vous le savez, non pas pour se lamenter sur l'état du monde, mais pour trouver des solutions et esquisser les grandes lignes d'un futur qui serait, on l'espère, meilleur, eh bien, on va tous ensemble profiter de la chance que nous avons d'avoir deux spécialistes de la question. Et on va commencer avec vous, Kako Naïtali. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez dire des associations dire qu'il faudrait traiter le problème à la source et lancer le mot d'ordre, j'ai lu ça ici et là, moins de plastique à terre, moins de plastique en mer, comme si c'était le plastique, l'élément plastique qui était la cause du problème? Alors bonjour à tous. Disons que c'est une partie du problème, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on utilise énormément de plastique. Énormément. C'est-à-dire que quand on sait qu'entre 3 et 4 millions de tonnes finissent chaque année dans les océans, chaque année, qu'ils persistent aussi dans l'environnement, qu'ils se dégradent très très lentement, on peut se dire que là, il y a une action à mener à la fois sur le matériau, mais aussi sur la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire qu'il ne suffirait pas juste de l'interdire et de le substituer par un autre matériau qui poserait autant de problèmes. Voilà. C'est là où il faut quand même faire attention. C'est-à-dire qu'il faut traiter les deux sujets. Le matériau en lui-même, alors on l'utilise, si vous voulez, pour différentes raisons, parce qu'il est peu cher, il est très léger, il a énormément de propriétés qui sont intéressantes. On peut l'utiliser en très faible quantité avec des performances qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres matériaux. Il est très difficile à substituer aujourd'hui. Et donc, quand on décide de se passer de plastique, alors quand on parle de plastique, ce n'est pas uniquement les emballages, on parle vraiment de toutes les utilisations de plastique, il faut se dire qu'à un moment donné, il faudra également changer de comportement, la manière dont on va utiliser finalement, que ce soit ce qui est emballé ou la manière dont on va construire des bâtiments, etc. etc. Voilà. Il ne faut pas juste se dire, je vais éliminer le plastique
Et je vais continuer à consommer comme je consomme aujourd'hui. Sur l'expression cancer de la mer pour le plastique, ça vous semble un peu forcé ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le plastique a un effet double. Non seulement il va avoir un effet quand il est sous forme de macro-déchets, directement sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, il peut tuer ou blesser des animaux, mais il peut aussi avoir un effet très long terme, c'est-à-dire qu'il va se dégrader au fur et à mesure du temps. Il va parfois absorber des polluants qui sont présents localement et les diffuser un peu partout. Donc oui, effectivement, de ce point de vue-là, on peut parler effectivement de cancer de la mer. Sur les origines, parce que c'est important, on entend évidemment tout et son contraire. On vous a entendu d'ailleurs récemment voilà, dans une grande émission du service public. Si on essaie de remettre les choses au clair assez brièvement quand même, d'où vient justement la pollution du plastique? On parle toujours du 7e continent. Je crois que vous êtes d'ailleurs faites partie d'une sorte d'équipe 7e continent. Qu'est-ce que c'est que de projets, de groupes d'intervention Alors, en fait, c'est une association, Expédition 7e continent. Ouais, Expédition, voilà, qui lutte contre la pollution plastique dans les océans. Alors, sur 2 volets, pédagogiques, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des vacanciers, on leur explique ce qu'est la pollution plastique et comment lutter contre cette pollution. Et puis, un volet plus scientifique, où en fait, on transporte des chercheurs qui viennent étudier, cartographier la pollution plastique dans les océans. Voilà. Et sur l'origine de la pollution plastique, alors c'est quoi? C'est juste des déchets qu'on ne jette pas, qu'on ne trie pas, Alors il y a plusieurs origines. Alors, la plus grosse partie, ce sont les déchets qu'on ne gère pas. Voilà. C'est-à-dire que des déchets qui se retrouvent dans l'environnement, soit parce qu'ils sont mal gérés, qui se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert ou qui sont tout simplement jetés dans la nature. Mais il y a également une autre pollution qui est moins visible, celle par exemple des microbilles qu'on peut retrouver dans les détergents, dans les cosmétiques. Il y a également les poudrettes de pneus, c'est-à-dire quand vous roulez avec votre voiture, vous créez par abrasion des microplastiques, en fait des microparticules de pneus. Ça aussi, c'est une pollution. Vous avez aussi la dégradation des peintures, etc. Alors, d'une moindre mesure, bien sûr. La plus grosse partie de la pollution vient des macrodéchets. Mais après, vous avez également d'autres types de pollution qui vont générer finalement par dégradation ou tout simplement parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on utilise quand on fabrique certains produits. Finalement, on se préoccupe peu finalement de la manière dont ces éléments de la composition des produits qui vont être utilisés et donc de l'impact sur l'environnement. On ne se dit pas, voilà, je vais utiliser des microbilles dans mon détergent et ces billes, à un moment donné, vont être transportées avec l'eau dans la nature. Voilà. Et donc, c'est l'origine, si vous voulez, des microplastiques, principalement microdéchets, mais également microbilles qu'on peut utiliser dans ce type de produit-là. Comment on peut combattre justement ce cancer de la mer? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors la première chose à faire, c'est de réduire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez, la grande majorité des produits plastiques, des matériaux plastiques qu'on retrouve dans l'environnement viennent des emballages. Donc déjà, réduire les quantités d'emballage de manière générale, réduire le jetable de manière générale. Penser à la réutilisation aussi, penser à de la consigne, verre ou plastique, peu importe, mais à de la consigne et pas, si vous voulez, consommer par exemple des bouteilles d'eau, on pourrait penser à la consigne, les pots de yaourt également à la consigne. Et puis quand le déchet est là, pensez à trier et recycler. Voilà. C'est l'unique condition qui pourra permettre justement le compostage. Alors oui, alors là vous parlez plutôt des bioplastiques, je suppose. Alors les bioplastiques, il faut quand même faire très très attention parce que... On peut redéfinir peut-être. Oui, alors les bioplastiques, ce sont des plastiques qui sont produits non pas à partir de la pétrochimie, mais à partir de la biomasse. Donc pour le consommateur, lorsque le plastique vient de la biomasse, il se dit c'est naturel, ça va se dégrader gentiment dans la nature. C'est pas du tout le cas. On peut obtenir un même plastique à partir de la pétrochimie et à partir de la biomasse. Il va se dégrader aussi lentement dans l'environnement. Et un matériau qui est dit compostable se dégrade bien dans un composteur, mais pas dans la nature. La nature n'est pas un composteur géant. Donc les conditions de dégradation sont complètement différentes. Donc ça aussi, il faut faire très attention à ce genre de choses. Un matériau compostable ne doit pas être jeté dans la nature. Voilà. On demande, on l'a vu beaucoup à la France notamment, de faire des efforts alors que le plus gros de la pollution n'est pas forcément, j'allais dire, d'origine
française. Est-ce que c'est injuste ou est-ce que c'est parce qu'il s'agirait de montrer l'exemple? Alors, je trouve la polémique un peu étrange, en fait. C'est-à-dire qu'on doit se dire, parce que d'autres pays polluent plus, on peut se permettre de jeter nos déchets dans la nature. On l'a vu pour le carbone, on peut acheter parfois un droit de polluer à des pays qui polluent moins. Enfin là, on parle quand même d'un déchet qu'on va jeter dans la nature et qui aura un impact direct sur la biodiversité. Vous tuez un animal dans les premiers jours de présence de ce déchet dans la nature. Donc il faut quand même se dire à un moment donné qu'on a une certaine responsabilité dans cette pollution-là. Il faut aussi se dire que les pays qui sont en voie de développement, finalement, comme la Chine ou d'autres pays, on achète chez eux. S'il y en a aussi une certaine responsabilité. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi responsable de ce que l'on fait et qu'on traite nos déchets et qu'on évite de se dire c'est pas grave si je jette ma bouteille d'eau dans l'océan, de toute façon en Chine ils font bien pire que moi. Oui, c'est ça, oui. C'est souvent malheureusement une façon de réfléchir un peu trop développée, mais ça arrive, ce genre de raisonnement. Hein? Vous êtes d'accord? Oui, on peut que le regretter. Parfois, on entend dire aussi que si on doit justement révolutionner un peu nos usages, faire des efforts, ça nous obligera finalement à se passer d'un matériau assez génial, léger, résistant, qui permet de conserver les aliments et de ne pas manger la viande dans les 2 jours, par exemple. On a toujours le spectre du retour aux années 50. Je crois que même, je vous ai entendu parler des maillots de bain. Si on devait se priver du plastique, on serait obligé de nager. Je parlais de cette image en commençant l'introduction, de nager avec des maillots de bain en laine, très lourds, assez... Ça n'oblige pas forcément ce changement d'usage à revenir aux années 50. Alors non, après c'est un point de vue personnel, mais je ne pense pas qu'on se passe à 100% de plastique. Ça m'étonne. Enfin, clairement non. Par contre, on a une marge qui est juste énorme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance toujours à se dire c'est soit tout, soit rien. Il y a quand même pas mal d'intermédiaires. Hein. Et on peut y aller par étapes. Donc, il faut se dire qu'on peut réduire tout de suite énormément sur certaines choses, notamment sur les emballages, et petit à petit, voir comment est-ce qu'on peut substituer parfois, se passer souvent, et finalement engager une évolution de la manière dont on va consommer. Mais étape par étape. C'est pas une sortie totale, quoi. C'est-à-dire que... Non, de mon point de vue, on n'en sortira pas totalement. Ouais. Après, on pourra réduire considérablement dans certains secteurs, oui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se passer du plastique aujourd'hui? Alors, parce qu'en fait, on a plusieurs objectifs. On a la réduction des déchets, on a la réduction aussi de l'impact CO2, de l'impact carbone. On a énormément, si vous voulez, d'ambitions qui sont là en parallèle. Et c'est parfois difficile de faire les deux. C'est-à-dire que parfois, quand on se passe de plastique, on peut, à un moment donné, augmenter l'impact CO2. Mais sur le court terme, pas sur le long terme. Donc, si vous voulez, on a une vision plutôt court-termiste, il faut voir sur le long terme. Donc, c'est assez difficile, si vous voulez, de faire comprendre aux consommateurs qu'il ne doit pas regarder l'impact immédiat, mais qu'il doit regarder l'intérêt long terme. Et général, hein, on disait. Et général. Pas parce qu'ailleurs ça pollue. Exactement. Voilà. Est-ce que le plastique lui-même, là je m'adresse à la grande spécialiste, à la chimiste, est-ce que le plastique lui-même va évoluer pour être plus compatible avec une préservation de notre environnement, de nos écosystèmes? Techniquement, est-ce qu'on est en train de travailler à ça? Alors, clairement, le plastique en lui-même... Un plastique ou un matériau qu'on jette dans l'environnement et qui serait bon pour l'environnement, pour moi, ça n'existe pas. Non, mais qui mettrait moins de temps peut-être pour se dégrader. Alors c'est très compliqué parce que quand vous utilisez un matériau pour qu'il soit à la fois durable quand on l'utilise et qui se dégrade rapidement dans l'environnement, il y a un problème, si vous voulez. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Donc non, je ne pense pas. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire, notamment si on en utilise, et ça c'est du court terme, hein, vraiment du court terme. Il existe énormément de types de plastique différents. Déjà, essayer de réduire ce nombre-là, clairement. Et puis faire très attention aussi au type d'additifs qu'on utilise, parce que c'est aussi ça le problème. Ce sont les additifs qu'on utilise qui sont parfois des perturbateurs endocriniens. Donc ça évolue en Europe, mais ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde. Si on peut déjà travailler là-dessus, je pense qu'on aura fait déjà un grand pas. Vous parlez souvent de circularité aussi.
Pour le plastique, donc, on peut imaginer ça. La circularité, Ouais. ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, comme... En fait, si vous voulez, ce qui est assez étrange dans le cas du plastique, c'est qu'on se dit, bon, on ne peut pas le recycler à l'infini, donc il n'y a pas de circularité. Bah, c'est le cas du papier aussi. Voilà, exactement le même nombre de cycles, puisque c'est une matière organique comme le plastique. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut être un peu factuel sur le sujet. Même les matériaux qui sont recyclables à l'infini, vous êtes quand même obligé d'ajouter de la matière vierge, comme pour le plastique. Voilà. Donc la circularité existe, mais on a encore de la marge, très très grande marge, pour faire en sorte qu'elle soit efficace. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tous les plastiques. Il n'y en a qu'un qui survit bien. Les autres, ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais il y a des usages du plastique pour lesquels on ne peut pas se passer de plastique. On a vu que les sacs, par exemple, quand on fait nos courses, les sacs en papier, finalement, les gens y sont passés assez vite, donc on voit moins de plastique flottant, on en voit encore certains, que les tortues avalent et voilà, et se tuent avec. Il y a des usages du plastique dont on ne pourra absolument pas se passer. Alors, la question de savoir si on peut s'en passer ou pas... parce que pour les avions, par exemple, il y a énormément Alors, pour les véhicules, pour les voitures, pour le médical, vous avez des applications qui sont très techniques et des avancées technologiques sur lesquelles on peut se dire, OK, si on substitue, ça va poser plus de problèmes, finalement. Dans ces cas-là, je ne pense pas. Après, dans les usages courants, si là, on peut, effectivement. Par contre, encore une fois, il faut faire attention à ce que la substitution ne soit pas pire que le matériau qu'on substitue. Le yaourt, en tout cas, c'est mort. Hein. On a compris, si on a regardé la télévision cette semaine, que là, pour le coup, on n'y arrivera pas. Quoi. Le pot de yaourt... c'est très compliqué, clairement, passer à la consigne, ce serait mieux. Ouais. Parce que le pot de yaourt est vraiment un produit qui est très compliqué, très complexe. Il y a plusieurs matériaux différents. Et quand vous essayez de recycler un composite, finalement, c'est extrêmement complexe. Vous n'arrivez pas à une bonne... Pourquoi il faut que ce soit si compliqué pour le yaourt, que le matériau soit si élaboré par rapport à d'autres Alors, ça se voit pas, mais c'est très technique, un peu, le yaourt, en fait. Simplement parce que c'est très pratique pour le consommateur, en fait. Il peut en fait, vous casser. Finalement, vous pouvez séparer plus facilement. Vous n'avez pas besoin aussi d'emballage secondaire pour le transport, puisqu'en fait, vous pouvez les mettre les uns sur les autres. Ils tiennent tout seuls. Il y a une résistance à la compression, en fait. Donc, si vous voulez... c'est pas mal, parce que ça évite de remettre encore du plastique pour les conditionner. Alors, ça réduit les quantités... C'est pour ça que ce que je disais, c'est que c'est pas si simple que ça de substituer. Mais du coup, ça réduit les quantités d'emballage secondaire. Après, clairement, on pourrait s'en passer en local. C'est-à-dire que si vous mettez en place une consigne locale, ça marche aussi. Vous n'avez pas avec des petits pots de verre, en fait, c'est ça, les petits pots comme on avait avant. Vous les ramenez dans votre magasin, ils sont remplis sur place, ils sont nettoyés, remplis sur place, et ça marche tout aussi. Ah oui, mais remplis sur place. Enfin, localement, je dirais. Oui, c'est ça. Voilà, pas à l'autre bout de la France. Pour terminer, je vous ai entendu parler, et j'ai appris quelque chose, donc je suis toujours intéressé quand j'apprends quelque chose. C'est l'histoire des gobelets de café dans les entreprises qui ont été remplacés par des gobelets en carton, mais en fait, dans ces gobelets en carton, il y a encore du plastique. Voilà. Oui, alors effectivement, moi, j'adore cet exemple. C'est terrible, mais c'est le problème de la substitution. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que on s'est dit, voilà, on va substituer le gobelet en plastique parce qu'on voit que c'est du plastique pour le consommateur. Voilà, à l'époque, c'était pas forcément très tendance d'avoir un gobelet en plastique jetable. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Et donc on l'a remplacé par un gobelet en carton avec un fil plastique à l'intérieur pour le rendre étanche, parce que le carton n'est pas étanche. Voilà. Et quand on veut boire un café, donc c'est un liquide chaud, on ne peut pas juste utiliser du carton enduit classiquement. Il faut une feuille plastique. Assez logique. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a remplacé ce produit par un autre plus complexe, sachant que là, clairement, ce gobelet en carton, vous ne pouvez récupérer que la cellulose quand vous le recyclez. Le plastique, on ne le récupère pas. Donc pourquoi avoir remplacé un produit simple, jetable, par un autre produit qu'on pouvait récupérer pour le coup, globalement. Il fallait mettre en place un système de récupération, mais clairement, ce qu'il aurait fallu faire, ce qui est fait maintenant aujourd'hui, bien sûr, c'est de réutiliser la vaisselle quand on est au bureau. Ah bah oui, d'ailleurs ça se fait bientôt. Non, mais je trouvais que cette façon de se dire on va agir bien et en fait
en agissant finalement pire, parce que vous dites on peut pas, de toute façon, on croit récupérer tout et on récupère qu'une partie, était assez significative et assez riche d'enseignements. Pour terminer, même si vous aurez le temps d'en reparler au moment des questions du public, voilà, dire le plastique c'est l'ennemi, il faut arrêter, c'est la fameuse phrase que j'ai citée au début, c'est-à-dire plus de plastique sur terre, plus de plastique sur mer, ça c'est un petit peu schématique. Et il ne faut pas dire le plastique, voilà l'ennemi, parce qu'on en a besoin. Je pense clairement que c'est schématique, parce Ouais. qu'on n'y pense pas forcément, mais les roues des voitures, la protection des métaux contre la corrosion, peinture anti-corrosion. Enfin, je veux dire, il y a des utilisations sur lesquelles, quand on n'utilise pas le produit, potentiellement, on est obligé d'utiliser autre chose qui aura un impact plus important. Donc, aujourd'hui, en tout cas, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut réduire énormément, mais je ne pense pas qu'on pourra s'en passer à 100%. Il faut voir dans le futur s'il y a des innovations, peut-être que. Mais à ce jour, je ne pense pas. Et le plastique, le bioplastique, donc issu de la biomasse, n'est pas non plus le plus vertueux qui soit. Ça reste au fond du plastique. Ça reste du plastique. L'intérêt, le seul intérêt, c'est d'éviter de fabriquer du plastique à partir de pétrole. C'est tout. C'est déjà pas mal en ce moment. Oui. Ils sont en train d'en parler peut-être, on espère, Voilà. à quelques kilomètres d'ici. Henri Bourgeois-Costa de la Fondation Tara. Donc vous êtes le monsieur plastique de Tara. Ils sont venus ici, on avait eu André Abréou donc en 2019 ou 18 peut-être, qui nous avait parlé de cette grande opération, mission d'ailleurs plastique, puisque Tara allait partir le long des fleuves donc, pour essayer de collecter aussi, de faire des sondages, et puis de déterminer, de mettre en place, de rendre public une base de données sur les fleuves d'Europe, je crois que c'était ça. Est-ce que vous pourriez, donc c'était en 2019, ça a eu lieu, nous en parler? Qu'est-ce qu'on a appris de cette étude? Alors les publications ne sont pas encore tout à fait faites, donc on n'a pas tout les publié dans le point, pour rien vous cacher. Donc c'est pour les mois à venir, ça arrive très prochainement, mais ce qu'on peut retenir comme grand enseignement, c'est l'omniprésence de cette pollution plastique. Ça c'est la première chose, et une omniprésence de plastique fragmenté, c'est-à-dire qu'en fait on va trouver essentiellement des tout petits morceaux de plastique. Et donc l'idée d'un nettoyage de l'environnement est absolument illusoire, il faut complètement mettre ça de côté. Ça ne veut pas dire que les opérations de nettoyage n'ont pas de vertu, notamment de vertu de sensibilisation, mais ça veut dire que c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème, et donc il faut le résoudre à terre. Pour schématiser un peu vos propos, comme je disais à Kako, c'est mort, c'est comme le pot de yaourt, c'est-à-dire en fait nettoyer les fleuves, etc., c'est mort. Oui, c'est complètement mort pour cette raison, déjà, c'est que c'est complètement fragmenté. Enfin, c'est mort dans le sens où on ne s'attaque pas à la globalité de la problématique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ramasser des déchets. J'insiste là-dessus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, parce que les collectes avec les enfants, il faut qu'on continue à leur dire que c'est bien d'aller sur les plages. C'est très important de le faire pour des vocations pédagogiques, pour des vocations de prise de conscience collective, pour des vocations de quantification de ces déchets, de meilleure compréhension. Ça, c'est vraiment capital. Par contre, si c'est fait dans l'idée de nettoyer, c'est complètement illusoire. Ça, faut être très très clair là-dessus. C'est intéressant de remarquer que c'est des microplastiques parce qu'en fait, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup de choses sur la façon dont fonctionnent ces déchets. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent dessus. En gros, ces déchets, ils ne sont pas juste jetés au bord de la mer ou jetés au bord du fleuve. En gros, ils représentent un gigantesque gisement de pollution plastique qui est partout dans l'environnement. Y compris dans les animaux, enfin dans les partout. Vraiment partout. Les scientifiques ont un mot absolument terrifiant, je trouve, aujourd'hui, qui est à la question où est-ce qu'on ne trouve pas de pollution plastique, et leur réponse c'est là où on ne cherche pas. C'est-à-dire, dès qu'on cherche, et 100% des relevés qui ont été faits à bord de la goélette Tara, 100% ont révélé la présence de microplastiques. Il n'y a aucune exclusion là-dessus. On a exactement la même chose dans l'air, dans l'eau et sur les sols aujourd'hui. Et ça, au niveau justement de l'innovation, on en parlait tout à l'heure, je disais, est-ce que le plastique va évoluer? Ces microbilles, par exemple, qu'on a partout, notamment dans l'industrie cosmétique, ça, on va pouvoir s'en passer parce qu'il y a les microbilles et puis le microplastique issu de
de l'érosion permanente du plastique qui devient tout petit, mais qui est toujours là. Alors, pour bien comprendre la problématique plastique, si vous le permettez, je pense qu'il faut faire un petit pas en arrière et regarder la globalité de cette problématique plastique. On a depuis le début beaucoup parlé de déchets et c'est la problématique qui nous touche la première et celle à laquelle on est le plus sensible parce que c'est celle qui est visuelle. Aujourd'hui, les scientifiques du groupement de recherche Océans et Polymères, Santé et Polymères aujourd'hui, les scientifiques qui sont embarqués dans le traité international sur le plastique, l'OCDE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, disent que la problématique des plastiques n'est pas une problématique que de déchets, c'est une problématique tout au long du cycle de vie des plastiques. C'est-à-dire c'est une problématique en amont, ce sont des produits pétroliers, on extrait de la ressource pétrolière. Aujourd'hui, c'est grosso modo 3% des émissions de carbone globales, ça sera 17% en 2040. Donc beaucoup plus que l'aérien, beaucoup plus que le transport domestique aujourd'hui. Donc il y a un enjeu de réchauffement climatique qui est très important lié à la production du plastique, à la masse qu'on utilise aujourd'hui. Et puis c'est un enjeu de toxique. Et de toxique qui n'est pas qu'un enjeu de toxique en fin de vie, qui est un enjeu de toxique tout au long du cycle de vie des plastiques, à la production, à la consommation et en fin de vie. Ce sont 13 000, grosso modo, molécules chimiques différentes utilisées dans la production des plastiques. Le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'OMS s'accordent à dire qu'un quart sont problématiques pour la santé humaine et pour l'environnement. Donc on voit bien qu'il y a une problématique qui est vraiment très très globale. Donc oui, évidemment, il faut qu'on travaille à réduire la présence de ces microplastiques dans les formulations. Vous avez toutes et tous entendu parler des fameux microplastiques utilisés comme agent de gommage, par exemple, dans les cosmétiques, mais on les trouve dans plein d'autres choses. Et ça, il y a des textes réglementaires qui commencent à y travailler, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas si on n'a pas une réduction très significative de la production du plastique, puisqu'une partie de ces microplastiques sont des plastiques vierges, des microplastiques qui n'ont pas encore été utilisés, sont les petites billes de fabrication dont vous avez entendu parler sous le nom de l'arme de sirène. Ça fait de temps en temps la une des médias, mais en fait ça devrait faire en permanence la une des médias parce qu'il y a une espèce de flot continu autour des sites de production et lors des phases de transfert, de fuite dans l'environnement. Et également sur la consommation. On a tous et toutes des vêtements synthétiques. Les vêtements synthétiques, pas que au lavage, contrairement à ce qu'on peut lire régulièrement, à l'usage simplement, perdent des microfibres. Et ces microfibres finissent dans l'air, finissent dans l'eau, finissent dans l'environnement. Et donc on a tous ces enjeux-là qui se mêlent et qui font de la problématique plastique une problématique extrêmement compliquée. Je rejoins tout à fait ce qui était dit. Aujourd'hui, ces usages, ils sont très très vastes. Il y a des usages qui vont être extrêmement difficiles à réduire, mais on a un impératif de réduction de ce volume et de cette complexité, de cette toxicité, un impératif au regard de notre propre survie en tant qu'espèce, puisque ça affecte notre santé, ça affecte notre alimentation. Et donc, en fait, opposer un modèle économique actuel à un enjeu écologique, c'est ne pas avoir compris la globalité du problème. C'est-à-dire que la question, c'est pas est-ce qu'on va se passer du plastique ? On va se passer du plastique. C'est exactement la même. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. C'est exactement la même que celle qu'on pose sur le réchauffement climatique. La question, c'est pas est-ce qu'on va réduire nos émissions ? On les réduira. La question, c'est est-ce qu'on les réduit, plastique comme carbone, de façon intelligente et anticipée, en se préparant à ce changement-là et en inventant des demains qui sont confortable, on va dire, ou est-ce qu'on attend que ça s'impose à nous ? Un seul chiffre, à l'échelle des seuls États-Unis, les coûts santé de la production et de la consommation du plastique ont été estimés à plusieurs milliards de dollars sur la seule échelle du continent nord-américain. Concrètement, parce que on a parlé tout à l'heure, on a esquissé le problème des perturbateurs endocriniens, mais concrètement, ces problèmes de santé avec le plastique pour l'homme se matérialisent comment en fait ? C'est quel type de maladie ? Alors c'est quelque chose qui est très nouveau en matière de recherche, donc on est très très loin d'avoir fait le tour de la question, mais vraiment très 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 loin. On sait qu'aujourd'hui ils affectent des phénomènes assez compliqués. Il y a plusieurs études nouvelles, notamment qui fait le lien entre présence des microplastiques et maladie d'Alzheimer. On a des liens qui sont avérés entre la présence de certains additifs plastiques et l'obésité mondiale. On a des études qui ont démontré effectivement des cancérogénéités particulières, qui vont être la cancérogénéité des styréniques, par exemple, la cancérogénéité de certains additifs comme les bisphénols, comme les plastifiants. Voilà, on pourrait passer toute l'heure à parler des problématiques, et c'est en plus pas mon domaine d'expertise, donc je serais assez mal à l'aise pour le faire comme il faut. C'est important de le dire, parce que c'est vrai que c'est pas seulement, déjà c'est énorme, mais l'avenir de la planète et de la faune, etc., c'est l'homme qui est touché
directement dans son corps même par le plastique. Oui, aujourd'hui, il faut insister sur un concept qui est capital pour bien comprendre ces enjeux Là, je veux environnementaux. dire l'être humain. L'être humain. Voilà. Un concept qui est très très important pour comprendre ces enjeux environnementaux auxquels notre société se confronte. Je suis désolé pour l'anglicisme parce que enfin, je le ferai en français aussi, mais je le trouve moins joli en français. On parle de One Health en anglais, une seule santé ou une santé globale. Je trouve qu'en français ça sonne un peu moins bien. Qu'est-ce qui se cache derrière ce vocable-là? Le fait que tout ce que l'on fait à l'environnement revient à l'homme, puisque l'homme fait partie de l'environnement. Qu'on le veuille ou non, on a encore du mal à l'accepter dans notre culture occidentale. C'est quelque chose qui va nous demander encore du chemin. Mais c'est une réalité. Si je vous dis que chacun d'entre nous a en lui entre 1 et 5 kilos de micro-organismes aliens, entre guillemets, qui ne sont pas nous-mêmes, mais qui conditionnent notre bonne santé physique et aujourd'hui, on sait, notre bonne santé psychique, et que ces petites bestioles-là sont infiniment sensibles à notre environnement, y compris à ce que l'on perçoit visuellement, ça vous donne une espèce de mise en abîme assez impressionnante de notre lien avec l'environnement. En quoi Tara vient justement aider par rapport, vous avez parlé des grands traités mondiaux, de l'OMS, est-ce qu'ils apportent quelque chose, ces grands rassemblements? Il y en a un, on parle de la COP en ce moment. Et est-ce que Tara, par exemple, est là pour accélérer justement une prise de conscience? Comment vous définissez votre rôle par rapport à ces grands messes planétaires où tout le monde vient faire de beaux discours? C'est déjà bien, mais qui sont malheureusement rarement suivis d'effets. Oui, alors la Fondation Tara, elle agit à deux titres. Alors déjà pour préciser, la Fondation Tara Océan, elle est observatrice spéciale à l'ONU. Donc on a ce statut particulier qui est qu'on est impliqué dans les négociations au titre de la société, des représentants de la société civile. On n'y est pas seul, bien évidemment. On y est avec une coalition d'ONG qui travaille avec nous. Et on travaille à deux titres. Au titre scientifique, on met à disposition la recherche qui a été faite par les scientifiques à bord, toute la connaissance qui a été acquise et qui est encore en train d'être acquise sur justement la présence de ces plastiques, leurs interactions avec l'environnement. Aujourd'hui, on a une connaissance qui est infiniment meilleure grâce à la Fondation Tara sur les interactions entre les micro-organismes océaniques et la présence des plastiques. Les scientifiques parlent d'un mot qui est absolument terrifiant, je trouve, ils parlent de plastisphère. En fait, il y a une espèce d'écosystème autour des plastiques qui est en train de se constituer de virus, de bactéries, de Alors plein de ça, là, il faut s'arrêter un peu, parce que c'est donc plastisphère, écosystème autour de plastique. Quoi. Je connaissais le 7e continent déjà. Il existe d'ailleurs ou... Oui, tout à fait. Oui, voilà, puisque c'est le nom de cette association. Hein. Mais la plastisphère, qu'est-ce que c'est? Alors, la plastisphère, c'est le mot qui désigne une communauté d'espèces vivantes, des bactéries, des virus, des micro-organismes, des larves, etc., qui vont utiliser les petits morceaux de plastique comme des supports. Alors, on pourrait dire, bon, et alors? Eh bien alors, en fait, ça va avoir plein d'effets. Le premier effet, c'est que, en fait, ça va favoriser certaines espèces qui sont naturellement présentes au détriment d'autres qui étaient également présentes. Donc ça va bouleverser un peu l'équilibre. Et pourquoi? Parce qu'elles prospèrent? Voilà, certaines vont prospérer, d'autres vont être un peu en compétition, vont être un peu moins présentes qu'elles n'auraient été naturellement, donc ça va bouleverser un peu l'équilibre. La deuxième chose, c'est que ces petites bestioles-là, si vous me passez l'expression, elles ont comme caractéristique une capacité de mutation génétique assez importante, puisque ce sont des organismes assez primitifs, et donc elles vont échanger des gènes. Qui se nourrissent donc du plastique d'abord. Alors elles peuvent s'en servir de support, certaines peuvent consommer... De support, c'est-à-dire... Juste le poser dessus. D'accord. Voilà. C'est un petit radeau, si vous préférez. D'autres vont utiliser le plastique et vont le dégrader. Et en le dégradant, certaines vont acquérir un certain nombre d'éléments toxiques, soit qui étaient présents dans le plastique, soit qui étaient véhiculés par le plastique. Donc on va faire pénétrer dans la chaîne alimentaire des éléments toxiques qui étaient sur les plastiques grâce à ces petites bestioles-là. Et donc tout ça, ça fait une communauté vivante qui va avoir des mutations génétiques beaucoup plus importantes, qui va s'échanger des patrimoines génétiques, qui va circuler autour de la planète alors qu'elle ne circulait pas autrefois autour de la planète. Et donc tout ça, ça pose des questions. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse absolue là-dessus, mais ça pose des questions sur ce futur équilibre des océans et donc le futur équilibre de l'homme vis-à-vis de l'océan. Quelles ont été justement les dernières avancées politiques justement au niveau du plastique? Est-ce qu'il y a des choses concrètes, des mesures qui sont arrivées?
Alors, c'est la deuxième partie de la réponse, c'est que, évidemment, on apporte cette connaissance-là, mais on apporte également une expertise en matière de solutions, en tout cas des propositions en matière de solutions. C'est pour ça qu'on parle de plaidoyer. Et on travaille sur des enjeux d'économie circulaire. C'est des valeurs qu'on porte assez fortement. Alors, je précise tout de suite, l'économie circulaire, ce n'est pas la circularité des matériaux. La circularité des matériaux est une composante dont on parlait de l'économie tout à l'heure, voilà, avec. C'est une petite composante de l'économie circulaire, et je citerai sous forme de boutade, mais le mot on va dire du père de l'économie circulaire, Kenneth Boulding, dans les années 30, qui disait croire qu'une croissance permanente de consommation de ressources et d'énergie est possible dans un monde aux ressources limitées ne peut être que l'œuvre de fous ou d'économistes. Il était lui-même économiste. Donc voilà, cette logique-là, en fait, quand on parle d'économie circulaire, c'est réinscrire l'activité de l'être humain, l'activité économique de l'être humain, dans les grands schémas, dans la grande circularité des grands cycles naturels. C'est ça l'économie circulaire. On a complètement dévoyé le terme de ce qu'il voulait dire à l'origine. Et ce que nous, à la Fondation Tara, portons, c'est cette valeur-là. C'est de dire aujourd'hui, sur la question des plastiques, il y a un principe de précaution qui doit s'appliquer au titre de Rio, d'ailleurs, un des grands textes internationaux qui a changé des choses. Et on peut espérer effectivement que le traité international plastique ne résolve pas tout, ça, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il soit capable de tout résoudre, mais qu'il soit capable de poser un grand cadre international, des objectifs vers lesquels il faut tendre pour réduire cette dégradation majeure de l'environnement qu'on est en train de connaître. Et qui nous Là, vous parlez du traité mondial contre la pollution plastique, c'est ça qui a été adopté en mars 2022. Alors, qui est en discussion. Alors, l'idée du traité a été adoptée. Oui. Voilà, l'idée a été adoptée. 193 États seraient impliqués. Exactement. En termes de contraintes, est-ce que les États ou une réunion d'États peut avoir une marge de manœuvre sur, par exemple, les grands pollueurs, les multinationales, qu'elles pourraient forcer à changer, par exemple, leurs moyens d'emballage, ou est-ce que c'est illusoire, ou est-ce que justement les multinationales font partie aussi de cette réflexion? Est-ce que vous sentez de leur part aussi une prise de conscience, une envie d'agir? Non, aujourd'hui, on assiste évidemment à un bras de fer, indéniablement, entre des intérêts économiques assez forts de la pétrochimie, disons les choses, qui sont représentés par les pays du Golfe, la Russie, l'Iran, pour caricaturer un peu, c'est un petit peu plus compliqué à la marge, mais globalement c'est ça. Et puis toute une série d'États, plus de 70 États, qui sont aujourd'hui alignés pour porter ces enjeux de toxicité, de réduction de la consommation des plastiques très fortement. Donc on peut en espérer des choses, oui, évidemment, sinon on ne le ferait pas, d'abord. On peut en espérer des choses parce qu'il y a aujourd'hui une vraie convergence de diagnostic, ce qui est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Le point de départ de cette réflexion, c'est un rapport de l'OCDE et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez marquant. L'autre point de départ, c'est 2 États, le Rwanda, un pays pauvre du Sud, la Norvège, un pays pétrolier du Nord, qui portent l'idée de ce traité. Donc on voit effectivement qu'il y a une prise de conscience globale, et aujourd'hui, on entend des prises de parole des négociateurs officiels à l'ONU, qui sont des prises de parole qui sont finalement très très peu éloignées des prises de parole des scientifiques et des ONG d'il y a 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est porteur d'espoir. Souvent, on est un peu dans cette vision déçue de ce que portent les grands traités internationaux, mais il faut aussi regarder ce qu'il y a de positif, et ce qu'il y a de positif, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie convergence du diagnostic, il y a une vraie convergence de ce vers quoi il faut tendre, et le mot réduction est très abondamment repris par des acteurs aussi divers que des États, comme je l'évoquais, mais également des représentants de la société civile, ONG environnementales, là il n'y a pas de surprise, mais également ONG représentantes des droits des femmes, des droits des populations autochtones, et même, et c'était quelque chose de très très marquant et j'ai trouvé de très significatif, des syndicats des salariés de la plasturgie à l'échelle mondiale, qui ont réclamer une très forte diminution et un accompagnement des salariés de ces secteurs-là vers d'autres activités moins toxiques pour leur propre santé. Bien sûr. Pour terminer, alors d'abord, je voulais revenir sur ce 7e continent dont on parle, qui a frappé les esprits. Donc, il existe, Cacona Italie. Quel est l'avenir de ce continent de plastique
il sera là, il va grossir Alors, la problématique, c'est que, alors, on s'imagine ce continent de plastique comme un continent de macro-déchets. En fait, on a plutôt, comme on le disait tout à l'heure, des micro. Ouais, c'est ça. Donc c'est partout Déchets. en fait le continent de plastique. En fait, il y a des gyres océaniques, en fait, un peu partout dans le monde. Et là, vous avez une accumulation de microplastiques, de macro-déchets. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas le nettoyer vraiment, en fait. Il faut tout d'abord fermer les robinets, c'est-à-dire qu'on arrête de jeter, de retrouver, si vous voulez, des déchets plastiques dans l'océan. Et après, on verra ce qu'on pourra faire. Mais aujourd'hui, c'est illusoire, effectivement, de se dire on va nettoyer. C'est pas possible. Donc quand même, ce plastique qui est là se mobilise à certains endroits de l'océan bien délimités. Alors, il y en a partout, hein. Oui. Mais Oui. oui, effectivement, il y a des zones où ils se rassemblent. Oui. Ouais. Oui, faut insister sur le fait qu'il n'y a pas un septième continent, hein. Ce sont des zones de concentration océanique. On a gardé l'idée du septième parce que c'est le premier qui a été connu en Pacifique, dans le Pacifique. La mer la plus polluée au monde, c'est la mer Méditerranée par les microplastiques, et elle n'est pas alimentée par des ressources de pollution indienne ou chinoise, hein. Il faut aussi ramener à notre propre responsabilité cette réalité de pollution plastique. Pour terminer et ouvrir vers les questions, l'un et l'autre, est-ce que vous pensez qu'en 2040, hein, si on est